Good afternoon, everyone, and welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We'll begin the first part right in French with Yoshua Mbeth Bissaï. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. À peine lancé, le recrutement de 2000 enseignants dans les universités d'État alimente de vives controverses. La sélection des candidats serait émaillée de graves tripatouillages, à en croire certains candidats recalés. La polémique est une tache noire dans la mise en œuvre de cette instruction du président de la République, Emmanuel Diobé-Guizogo. Les promesses du professeur Jacques Famendongo, ministre de l'Enseignement supérieur, il y a quelques mois au sujet du recrutement des docteurs décidé par le président de la République en faveur des universités d'État, résonnent encore de toute leur force. Cela se fera dans la transparence absolue, dans l'équité et dans la compétitivité scientifique, académique et heuristique. Pourtant, à peine la liste des docteurs recrutés rendue publique que le ministère de l'Enseignement supérieur est envahi par les recalés avec des accusations de tripatouillage. Nous avons compris que ce pourquoi nous avions écrit au président de la République, à savoir le recrutement de tous les docteurs PhD sans emploi des 8 universités d'État et utilisés dans ces universités, n'avait pas fait l'objet de recrutement. Précisément, les recalés dénoncent des recrutements loin des règles fixées. À notre grande surprise, en lieu et place de ces docteurs, c'est des masters, c'est des fonctionnaires et même des étrangers. Loin de décolérer, les recalés campent devant le ministère de l'Enseignement supérieur et promettent d'y rester jusqu'à la résolution de ce problème. Nous avons le droit, nous pensons que nous avons le potentiel, nous pensons que nous pouvons, comme tout jeune Camerounais, contribuer à la construction de ce beau pays que nous appelons le Cameroun et que nous aimons tous. C'est la raison pour laquelle nous serions en aucun cas prêts à pouvoir accepter être voués aux gémonies comme c'est le cas. Nous sommes là parce que nous voulons dire, Excellence Monsieur le Président de la République, cher papa, le recrutement que vous nous avez donné, on ne nous l'a pas donné. Nous sommes sans emploi et nous sommes là à l'enseignement supérieur. Alors qu'une marche de soutien des recrutés au ministère de l'Enseignement supérieur serait annoncée, les recalés soulignent leur détermination. Souvenez-vous que nous avions dit tous pour un, un pour tous, et que le contrat sera respecté. À tous les camarades doctorants et étudiants, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est votre combat de demain. L'ambiance promet donc d'être électrique devant le ministère de l'Enseignement supérieur ces jours-ci. Bientôt la fin des travaux de construction de l'immeuble siège de la mairie de Yaoundé 6. Le taux d'exécution est d'environ 98%. Il ne reste plus que l'équipement du bâtiment en mobilier et la délocalisation du stade de football qui jouxte la mairie pour que tout soit prêt, tel que l'exécutif communal vient de le constater. Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Le nouveau siège de la mairie de Yaoundé 6 attire les regards. L'on est encore plus rassuré en parcourant l'édifice de fond en comble. Il est quasiment prêt à recevoir les services délocalisés à Etouguébé depuis que l'ancien siège avait été réduit en cendres par un grave incendie. Le taux de réalisation au niveau du bâtiment est de 98%. Donc c'est la dernière phase qui consiste à équiper les bureaux. C'est cette phase-là qui nous reste et l'entrepreneur est fin prêt. Il attend juste l'autorisation du directeur général du FECOM. Dès qu'on l'aura, il va apporter les meubles et tout sera parfait. Ce n'est donc plus qu'une histoire de quelques semaines pour voir enfin le personnel communal de Yaoundé 6 travailler dans un cadre propice au rendement attendu. La seule équation qui reste à résoudre est celle de la délocalisation de ce stade de football qui jouxte la sous-préfecture, la nouvelle mairie et le marché Acacia. Il y avait de la résistance, mais avec le nouveau sous-préfet qui est arrivé, il a eu à dialoguer et à convaincre les jeunes que
que ce soit la mairie qu'on est en train de construire, qui est quand même une mairie avant-gardiste et tout, que ce soit le stade qui était là, qu'on a juste délocalisé à quelques mètres, tout ça est important pour le développement de la commune de Yaoundé 6. Donc ils ont compris et c'est pour ça que vous avez pu constater que les jardins sont déjà en train d'être finalisés. Le nouveau stade en construction, le voici. Il est situé à moins de 5 minutes de l'ancien et les travaux évoluent à un rythme satisfaisant. Il reste la phase de finition, c'est-à-dire dès que les engins vont finir de passer les couches, il va falloir que le topographe vienne faire le tracé définitif et mettre les gradins et le stade sera prêt pour servir nos populations parce qu'il faut bien qu'ils aient un corps sain dans un esprit sain et nous mettons aussi la priorité sur ces infrastructures sportives-là. Avec un immeuble siège et un stade de football flambant neuf, la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 a de quoi se vanter. Bon à savoir, 5 communes sur les 7 que compte le Fundi ont déjà leur propre siège. Mais il a fallu du temps pour en arriver là. Parlons santé à présent, un avant-projet de loi portant sur les soins palliatifs en gestation au Cameroun. L'annonce a été faite au cours de la 5e conférence d'accompagnement des soins palliatifs, occasion pour les acteurs de la santé d'attirer l'attention sur la nécessité d'assurer aux patients en fin de vie ce petit confort que les médicaments ne peuvent malheureusement plus garantir. Rodrigue Ngassi et Marcelin Ganson. Et je vous le disais, un avant-projet de loi portant sur les soins palliatifs en gestation au Cameroun. L'annonce a été faite au cours de la 5e conférence d'accompagnement des soins palliatifs. Occasion pour les acteurs de la santé d'attirer l'attention sur la nécessité d'assurer aux patients en fin de vie le petit confort que les médicaments ne peuvent plus malheureusement garantir. Rodrigue Ngassi et Marcelin Ganson. Dans une ambiance studieuse, des acteurs de la santé réfléchissent sur la meilleure façon d'accompagner les soins palliatifs au Cameroun. La faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1 sert de cadre à cette réflexion, la 5e du genre, organisée par l'association Santo Domingo. Les soins palliatifs, pour être vraiment terre à terre, il faut dire que c'est des soins qu'on donne à une personne dont on est sûr qu'il va mourir d'une affection qu'il a. Ça veut dire qu'il est atteint d'une maladie qu'on ne peut pas trouver le médicament à l'hôpital et que cette maladie va à coup sûr l'entraîner. On lui donne ses soins pour chercher à lui donner le confort psychologique, physique, jusqu'à ce qu'il meure dans la dignité. Jusqu'ici, les soins palliatifs sont beaucoup plus administrés dans les structures privées, en dehors des hôpitaux régionaux de Bafoussam et de Bamenda, qui relèvent du secteur public. D'où le plaidoyer lancé à Yaoundé. Mais il est question de donner une place un peu plus prépondérante aux soins palliatifs pour qu'on puisse effectivement les intégrer dans le continuum de soins et en tant que des éléments de paquet minimum d'activité dans ce qui concerne les soins de santé primaire. Donc grâce à cette conférence, il y a une nouvelle manière de voir les soins palliatifs au Cameroun. Il y a une certaine prise de conscience même par les professionnels de santé eux-mêmes et aussi par les autres acteurs des soins palliatifs. Il faut rappeler que c'est des actions multidisciplinaires. Les autres disciplines, les psychologues, les religieux, s'intéressent de plus en plus à cette activité de soins palliatifs. Dans cette perspective, un avant-projet de loi est en gestation. C'est le plus grand bénéfice de la conférence camerounaise d'accompagnement des soins palliatifs, dont la 5e édition est rentrée dans l'histoire. Hier, pendant plus de 4 heures de temps, les acteurs ont discuté et relu ligne par ligne l'avant-projet de loi qui a été travaillé depuis l'année passée. Nous comptons remettre cet avant-projet de loi au ministre de la Santé publique afin qu'il en fasse bon usage et amorcer le processus d'intégration totale des soins palliatifs au centre du système de notre santé. Plusieurs recommandations sont issues des assises de Yaoundé. Elles interpellent aussi bien le gouvernement que les acteurs de la santé sur la nécessité d'offrir des soins palliatifs de qualité aux malades, dont la vie ne tient plus qu'à un fil. Assurer des fêtes de fin d'année sereines aux populations et redoubler de vigilance face au grand banditisme, ce sont les principales recommandations du gouverneur de la région du littoral aux plus de 500 personnels de la police
promus au grade supérieur par le président de la République dans le littoral. Je vous propose à présent d'écouter quelques promus au micro d'Equinox Télévision. Être heureux et satisfait après 3 ans de dur labeur. Et je dis un merci particulier au Seigneur Jésus qui a permis que je puisse porter ce galon. Un sentiment de fierté. Vraiment, je dirais merci. Merci à mes différents chefs qui ont su cadrer mes pas pendant ma carrière. C'est 9 ans aujourd'hui, 9 ans de travail, 9 ans de progrès, 3 galons. Je dois redoubler d'ardeur au travail. Je dois travailler plus pour aller au grade supérieur. Je remercie également ma hiérarchie qui j'ai fait 4 ans sans avoir un petit couac. Je remercie également toute ma famille qui m'a soutenu de près ou de loin. Je remercie vraiment tout le monde. Ça n'a pas été facile pour moi, mais Dieu est grand. Aujourd'hui, je suis inspecteur 2e grade. La joie est tellement immense que je ne saurais m'exprimer. À présent, les images de l'incendie du domicile du SDF Joseph Mbandam au nord-ouest. Des hommes lourdement armés ont fait irruption à sa résidence hier soir et mis du feu. Un acte de répression de la part de ces individus encore non identifiés qui invitent les députés et sénateurs SDF à quitter le Parlement camerounais. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Thank you, Julien Beth Visay. Good day to you as well, viewers. Thanks for joining us in this edition of the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. The second part, of course, we begin with images of the home of Honorable Joseph Mbandam, that is the MP, Member of Parliament, the Social Democratic Front, Member of Parliament for Bamenda and Banland, equally Vice President of the National Assembly, which has been set ablaze by alleged separatist fighters in the northwest region of the country. That was last night. He is said to be amongst those who tonight withdrawing from Cameroon's parliament. And before that, it should be noted that the Social Democratic Front has been under attack from separatist fighters. 2 mayors and some Social Democratic Front municipal councillors abducted in the restive northwest region are yet to be released as demanded by the party officials. 2 mayors and 19 municipal councillors of the Social Democratic Front party abducted in the restive northwest region yet to be released. They were abducted. That was last Thursday. The mayor of Bamenda 2, Fidelis Awa Banik, was kidnapped early Thursday, while first deputy mayor of Bamenda 3 subdivision and 4 councillors were kidnapped on Monday alongside 15 other councillors in Jakiri. That's according to the party officials. In a statement, armed separatists claimed responsibility for the abductions on social media, stating that the hostages will remain in their keeping until after general elections scheduled for next year. The party has demanded their safe and sound release with immediate effect. Local police equally added that search operations are ongoing to ensure they are safely released, and separatist fighters have been urging the Social Democratic Front chairman Nijon Fundi to withdraw his parliamentarians from Cameroon's parliament, but fruitless replies from the party top officials. SGF had also decided to take active part in the upcoming legislative and municipal elections. And we talk something else. We talk about a Cameroonian who is calling on his brothers and sisters to be benefactors to the suffering masses in the society, notably those who are victims of the Boko Haram hostilities in the far north region of the country, and equally internally displaced persons and refugees of the Anglophone crisis, who was speaking while receiving an award for his humanitarian activities in the conflict-hit regions. Details in this report. I'm a social entrepreneur. Ndang Suleiman is one of the recipients of the Alpha Community Serverless Empowerment Awards for promoting humanitarianism in Cameroon, notably in conflict-hit zones like the far north, northwest, and southwest regions. He receives these awards today with joy, but wants other Cameroonians to be more joyful. Reason why he is preaching the charity gospel. Always share, always give, no matter your situation, no matter your condition, no matter your financial status. Giving is more better than receiving.
So that's why I got my inspiration from my late grandfather. He says the underprivileged in the society, Boko Haram victims, internally displaced persons and refugees of the Anglophone crisis should not be abandoned like outcasts, but merely unfortunate brothers and sisters who need benefactors to be part of life. Giving and giving and giving without expecting anything should be our daily life activity. Ndang Suleiman, acknowledged by Grass to Grace for his relentless humanitarian and developmental activities like feeding, clothing, handing of didactic materials to school-going children in the conflict-hit regions, plus academic awards, as well as assistance in the realization of community structures in troubled localities for a better Cameroon. And in the what follows next, we talk about lecturers of the University of Yaoundé who spent more than 24 hours in front of the Ministry of Higher Education. The teachers protest against the list relating to the special recruitment of 1,000 unemployed doctors. They were in front of the Ministry of Higher Education Saturday as early as 5 a.m. and promised to remain there until their recruitment is assured. As for the list published Friday by Jacques Famdongo, Minister of Higher Education, they denounced the following irregularities: master students, workers, officials, doctors, foreigners, and equally duplicates. More disturbing, some of the files were rejected for non-compliant profiles to the detriment of those who passed their orals brilliantly. Other candidates who were idle in May 2019 are recruited in place of those who have been patient several years ago. Some successful candidates argued that after the auditions on the list were persons over 45 years old. And still in education, we talk about orientation at all stages of education. That it has been considered to be a priority in various universities. Dr. Nyanga Judith, an academic consultant, was speaking in Boya, chief town of the Southwest region, while orientating some master students on what is expected of them. Derry Jotto was there and put together the following report. Academic experts are putting forth that orientation should be considered the first priority in the university milieu. When you enter a new environment, you're supposed to understand your environment. If you just enter a new environment and you go on to take classes without understanding the things you're to benefit from that environment and your limits in that environment, you may sometimes go out of limits. And then sometimes you live in that environment and go out without enjoying the benefits you were to get. So in an orientation exercise, the students are expected to know how to find their way on campus. At this stage of education, where those who enrolled are considered to be adults or of a decisive age, Dr. Nyanga Judith, an academic consultant of the postgraduate school here at the Biaka University Institute, which is being mentored by the University of Boya, is today orientating these postgraduate students on how to manage their school life, family, and their jobs. This orientation exercise we just did this morning is meant to make students understand the importance of postgraduate programs. It's meant to make students understand the expectations, what they expect to get, and what we expect from them, and what the society expects to get from them at the end of their training. At the end of the orientation session, these postgraduate students of Biaka Institute were relieved, for they have been drilled on how to manage their time. Yes, that's directed me and I'm so happy. I'm very fine. To this fellow, each stage in academics has its own specificities, reason why orientation is of essence at all stages in the academic ladder. We now look at efforts being made to avoid frequent or future catastrophes that will be as a result of the eruption of the Mount Cameroon and equally earthquake. And the town of Boya is known for a volcanic eruption. The active volcanic mountain of Boya violently erupted in 1999, which was accompanied by earthquake. The pioneer vice chancellor of the University of Boya,
Dorothy Juma is worried that if such an incident reoccurs, damages will be enormous because of the tall buildings that are constructed with no attention to the building codes in eruption-prone zones. It's against this backdrop that Professor Ndongnui Samuel, Deputy Vice-Chancellor of the University of Buea in charge of evaluation, held a press conference ahead of the launch of the building code book to take place on Tuesday on the campus of the University of Buea. Here now is an excerpt of Professor Ndongnui Samuel, Deputy Vice-Chancellor of the University of Buea in charge of evaluation. He was speaking to Derek Jato. Take a listen. It's a book which was conceived by the pioneer Vice-Chancellor of the University of Buea, Professor Dr. Dorothy Njoma, after the 1999 eruption, during which there were earthquakes associated with that eruption, and the earthquakes, we all know, destroyed some houses. But fortunately at the time there were not many story buildings in Buea or around the mountain, including Limbe. But since then we've had mushrooms of story buildings coming up all over. The town has developed, Tiko, Mutengene, Limbe and other areas. And Madame Joma realized that these buildings were coming up without any building codes, especially the mini cities which are built around Moriko for students. She got very scared about it because she thought that if the same magnitudes of earthquakes that accompanied the 1999 eruption were to occur again, she wondered if those structures would still stand. Then she realized that there were no codes that were being respected in building, no earthquake codes. People just build what they could build overnight, and she therefore then asked me to come up with a building code for the area. But before that we had to go to meet experts in Algeria, where we know there are very strong earthquakes, to know exactly how to go about it. And my colleague here, who also runs the LIRA 2030 grant, went to Belgium and then to Hawaii in the US and to other areas, and we gathered information on how to go about this. And we are delighted that at last we have come up with this building code, and that is what we are going to launch on Tuesday. Briefly, that is exactly what this is all about. The significance of that plan? The significance is that from now henceforth, the councils will be able to give out this code to people when they are giving out building permits, because the councils give out building permits but which are not accompanied by codes. I briefly present to you results of match day 3 of the Professional Elite One Championship played in stages across the country over the weekend. Fufu beats UMS of Loom, that's 1-0. Bambutus 1, Stade Renard 0. Young Sports Academy of Bamenda 2, Union of Douala 1, PWD of Bamenda 3, Avion 0, APGS 1, Tonnerre Kala Football Club 1, AS Fortuna 1, Coton Sport of Garoua 2, Future FC about to Coton Sport of Garoua, that's 1-2, while Future FC, that's Future FC defeated Canon of Yaoundé 1-0. Also Colombe that defeated Panther 2-0, and Edin Football Club that beat Dragon, that was 2-0. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do join us at 4 p.m. God willing. Zulembe Frisay à 16h. On se voit à 16h, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention.